Il va vous parler sur vieillissement, axe, cœur, cerveau et prévention du déclin cognitif. Louis Bérère, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Je peux vous dire que Louis Bérère, la première fois que je l'ai vu, il était jeune, il est encore jeune. Et la première fois que j'ai eu une discussion avec lui, je me suis dit, waouh, ça, c'est un chercheur. Et ça, c'est quelqu'un qui va aller loin. Et voilà, j'ai raison. Donc, Louis Bérère, il est professeur titulaire au département de médecine de l'Université ici de Montréal. Il est aussi chercheur et directeur du Centre EPIC, que vous connaissez certainement, qui est un des fleurons au Québec. C'est un centre de médecine préventive et d'activité physique de l'Institut de cardiologie. C'est aussi un chercheur directeur de laboratoire à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travail dans le domaine du vieillissement. Et donc, il a été plein de choses à son actif. Il a été professeur titulaire à Concordia. Il a été aussi directeur scientifique du Centre Perform, un centre qui est dédié à la santé, qui était dédié à la santé et à l'activité physique. Quelqu'un donc qui a beaucoup d'expérience et qui a un domaine de recherche passionnant, qui s'intéresse au changement cognitif avec le vieillissement, mais aussi l'impact du style de vie, l'exercice physique, la stimulation cognitive, comment tout ça peut aider à favoriser la santé cognitive au cours du vieillissement et dans les maladies cardiovasculaires. Donc, on est très content de l'avoir aujourd'hui, très fier et vous allez pas vous ennuyer, j'en suis sûre. C'est un orateur extraordinaire. Merci. Alors, merci. Merci pour une belle introduction. Merci aux organisateurs pour m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir d'être là parce que ça ne fait pas si longtemps, mais j'ai déjà été à votre place. Hein. J'ai fait mon doctorat ici à l'Université de Montréal en neuropsychologie. Alors, j'ai eu Franco comme prof, moi aussi, et Sylvie et Maryse Lassonde et compagnie. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être ici. C'est vraiment, en fait, le berceau de la neuropsy au Québec, puis c'est encore l'épicentre beaucoup. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est un honneur. Moi, j'ai changé mon titre. Vous avez vu, là, vous dites, wow, OK. Ben, j'avais envoyé un titre, hein, je m'excuse, mais puis il y a mis beaucoup de pression. Alors, j'ai envoyé un titre que j'avais fait ailleurs, mais là, je me suis dit ce matin, ben, ça n'a pas d'allure, c'est en anglais. En plus, je lis plein d'affaires de ce temps-ci. J'ai dit, je vais vous montrer un peu ce que je lis, puis on va essayer de voir comment ça peut vous exciter, puis peut-être susciter des passions un peu aussi. Alors, on va parler de vieillissement, on va parler d'axe cerveau et de la prévention du déclin cognitif associé à ces facteurs-là. J'ai aucun conflit d'intérêt, juste en partant, donc je suis subventionné par les organismes subventionnaires qu'on connaît. Puis la présentation, elle va tourner autour de trois idées. On va commencer par parler du vieillissement, hein, le vieillissement démographique. Pourquoi faut en parler, vous allez voir. L'impact que ça a sur l'augmentation des maladies chroniques en nombre et du rôle des habitudes de vie, mais on va aussi parler de l'axe cœur-cerveau. Et là, ça va toucher un peu plus vos passions, comme neuropsychologue et neuroscientifique, parce que, évidemment, il y a un lien direct. On va discuter de ça. On va parler de l'étiologie des troubles cognitifs, de la prévention de ces troubles-là et comment on peut intervenir. Comme neuropsychologue, hein, j'imagine qu'il y a des futurs neuropsychologues dans la salle ou des futurs psychologues. Et vous allez voir qu'on a un rôle pas mal important à jouer dans ce contexte-là. Et même plus important que vous pensez. Hein, parce que qui dit style de vie dit changement pérenne parfois très profond dans notre façon d'être. Et ça, c'est vraiment le rôle psychologue, hein, des interventionnistes, surtout les behavioristes, les neuropsychologues aussi, d'aider la médecine à faire ce pas-là. Et on va parler d'intervention pour optimiser la santé cognitive. Donc, comment on peut maximiser la réserve cognitive. Donc, on va commencer à parler, je vais juste reprendre un peu d'eau, on va commencer à parler de vieillissement tout court. Donc, ça vient de, ça c'est tout récent, hein, ça vient du rapport sur la prévention du ministre Dubé, du ministère de la Santé, ça a sorti cet été, je pense. Là, ce que vous voyez qui est important ici, c'est cette espèce de virage où, en 2017-18, il y a eu plus de personnes âgées au Québec que de gens de 17 ans et moins, puis ce qu'on représente ici, c'est les 19 ans et moins. En fait, depuis à peu près 2020, hein, un quart de la population québécoise de 60 ans et plus, 65 ans et plus. Okay. Ce que cette diapo ne montre pas en plus, ça c'est juste pour vous provoquer un peu, et qu'elle ne montre jamais, c'est que le segment de la population qui explose présentement, c'est les 85 ans et plus. Ils étaient virtuellement inexistants au début du siècle. Présentement, sont en croissance exponentielle. Et vous allez en avoir dans vos groupes.
OK? Je vous donne un petit teaser comme ça. À l'Institut de cardiologie où je travaille, il y a certaines procédures pour lesquelles la moyenne d'âge, c'est 80 ans. Okay? C'est des procédures où on remplace des valves qui permettent aux gens de vivre plus longtemps. La moyenne d'âge, c'est 80 ans. C'est fou, là. OK? Quand j'ai commencé à travailler avec ce centre-là, il y a une dizaine d'années, la moyenne d'âge était de 65 ans au centre où je travaille. Je vais en reparler un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est 70 ans. Ça va vraiment vite. Et ça va tellement vite, en fait, ça va plus vite qu'on l'avait espéré. Je me rappelle au début de ma thèse de doctorat, quand j'ai fouillé un peu la littérature, on disait que ce quart-là de la population, ça allait arriver en 35-40. Ça va arriver avant les années 30. OK? Donc, on sous-estime le vieillissement de la population. C'est un autre truc très important à retenir. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi ça nous concerne quand on travaille dans le domaine de la santé? Bien, parce que ce n'est pas nécessairement rose de vieillir pour tout le monde. Hein? Puis, je vous ai mis quelques petits articles. Vous allez voir, j'ai mis beaucoup d'articles 2025. On n'aura pas le temps d'aller dans les détails, mais encore là, je suis ici pour susciter des intérêts, pas juste pour raconter des choses concrètes. Alors, un papier qui m'avait pas impressionné en 2021, c'était Mind the Health Span Gap, en allusion au Mind the Gap à Londres, le fameux métro. Et ce qu'on essaie de mettre en lumière ici, c'est le phénomène que quand on compare le life expectancy et le lifespan et le health span, dans le monde, il y a toujours une dizaine d'années d'écart. Et on le voit bien ici, ça, c'est des statistiques d'à peu près 183 pays. Puis on voit que même si l'espérance de vie augmente, il y a toujours un écart entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Donc, on vieillit plus vieux, mais on vieillit aussi plus malade. L'espérance de vie en bleu pâle, l'espérance de vie en bonne santé, puis l'espérance de vie totale, vous voyez qu'il y a un écart. 9 points quelques années, ça c'est partout dans le monde. C'est vrai partout. C'est vrai même en République centrafrique où l'espérance de vie c'est 55 ans. C'est vrai partout dans le monde, mais encore plus quand les pays vivent vieux. Donc au Canada, on est plus à 12 ans d'écart. Le fameux gap est de 12 ans. Alors pourquoi? Parce que 80% des 65 ans et plus ont une maladie chronique. Puis parce qu'une 9 personnes sur 10, après 60 ans, a un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, et vous voyez, là, la ligne en bleu, elle n'est pas linéaire. Même si on estime à l'heure actuelle qu'on prend 3 mois d'espérance de vie par année. OK? Donc, vous allez vivre plus vieux que moi, puis moi, je vais vivre plus vieux que les autres d'avant, etc., etc. 3 mois par année, c'est fou, là. OK? Sauf que vous voyez en bleu, qu'est-ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fixe les gens. On répare. On leur donne des capacités de vivre avec des maladies. Alors, ce HALE-là, vous allez le voir beaucoup dans la littérature, H-A-L-E, pour le Health Adjusted Life Expectancy, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus présentement, c'est de réduire, évidemment. Quand on travaille en sciences, en santé préventive, ce que je fais au quotidien, donc, comme Sylvie le dit, je suis au département de médecine, mais dans un département où on travaille sur la prévention et non pas le curatif. Autrement dit, je ne développe pas des molécules et des médicaments, je développe des approches préventives. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire cet écart-là pour qu'on puisse vivre en bonne santé. Alors, pourquoi c'est important? Et là, vous comprenez un peu mieux pourquoi la littérature est remplie, puis les indigos de ce monde, et les chapters de ce monde, et les renombrés de ce monde sont remplis de livres sur le bien vieillir. Hein? Et ça date pas d'hier qu'on sait qu'on veut tous vieillir longtemps, mais le plus en santé possible. Puis là, j'ai pris, d'ailleurs, je l'ai mis un peu au petit jour, la citation de Jonathan Swift, ça c'est l'auteur des Voyages de l'univers, ça vous dit peut-être quelque chose. Alors, je l'ai mis au bout du jour EDI, là, parce que lui, il disait every man, alors on dit everybody maintenant, hein? On n'a plus le droit de dire every man desire to live long, but no one wishes to be old. Hein? Autrement dit, il faut mourir le plus tard possible, mais le plus jeune possible aussi. Hein? Donc, biologiquement, le plus jeune possible. Et là, vous allez voir dans la littérature, ça, c'est des bouquins que je regarde de ce temps-ci. C'est fascinant. Moi, je peux juste vous teaser. Il y a 2 approches, en fait, pour le problème du vieillissement dans la littérature. Il y a des gens qui font de la géroscience, qu'on appelle, donc qui essayent de contrer les phénomènes de vieillissement. Ces gens-là travaillent sur les mécanismes cellulaires du vieillissement. Hein? Et le deuxième, puis là, je vous donne un exemple, le livre de Colleen Murphy, qui est une neuroscientifique qui est fascinant par ailleurs. Dur à suivre le livre parfois, mais très, très intéressant, c'est How We Age. Il y a aussi le livre de Greger sur How Not to Age. Okay? Quand je vous dis que c'est vraiment... C'est tous des livres qui sont sortis il y a 1 an ou 2, là, maximum. Et le tout dernier, c'est celui d'Éric Topol, cardiologue très connu aux États-Unis, sur les super-agers, qui lui propose une autre approche. La deuxième approche pour régler le problème du vieillissement, c'est de traiter les maladies chroniques. Okay? Pourquoi? Parce que, évidemment, les 2 approches sont très, très proches. Hein. Dans les faits, scientifiquement, c'est
très proches. Pourquoi? Parce que les mécanismes cellulaires associés au vieillissement sont aussi les mêmes qui sont associés aux maladies chroniques. Alors, peu surprenant que tout ce qui nous permet de prévenir et de repousser les maladies chroniques va permettre aux gens de vivre plus longtemps et plus longtemps en santé. Je vous invite d'ailleurs à aller voir si ce type de discours-là ou de science-là vous intéresse. Je vous invite à aller voir l'Observatoire de la prévention, très, très populaire. On l'écrit, ça. Moi, tous les jeudis matin, encore ce matin, je suis avec Martin Junot, puis on travaille sur les articles les plus récents dans la littérature. Et on les traduit pour les journalistes, pour les gens qui ont envie de lire en français la science moderne et avec tous les super liens scientifiques. Alors, celui-ci est tout à fait approprié à ce que je suis en train de vous raconter parce que ce que cet article montre, c'est que quand les gens adoptent un mode de vie préventif, là, je vous réfère au Life Essential de l'American Heart Association, bien dormir, bien manger, faire du sport, etc. On peut scorer les gens jusqu'à un pourcentage sur 100 points par rapport à leur mode de vie. Puis quand on compare les gens qui ont un mode de vie élevé, sain, versus faible, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'ils gagnent jusqu'à 10 ans d'espérance de vie, mais d'espérance de vie en bonne santé. OK. Donc, le fait d'adopter un mode de vie non seulement ajoute des années à la vie, mais ajoute des années de qualité de la vie. Bon, là, c'est intéressant, vous allez me dire Heart and Stroke Foundation, American Heart Association, c'est bon pour les poumons, c'est bon pour le cœur. Est-ce que c'est bon pour le cerveau? Bien, évidemment, c'est le cœur de nos recherches, nous, dans le laboratoire. Est-ce que ces approches qui sont bonnes pour le cœur sont bonnes pour le cerveau? Vous allez me dire, bon, ben, normalement, hein, le cœur, ça pompe le sang, 25 du volume sanguin alimente le cerveau. On pense que 20 du volume d'oxygène qui circule dans le sang est consommé par le cerveau. Le cerveau, c'est quand même un gros consommateur. Hein? En énergie, il dépense à peu près 500-600 calories par jour. Donc, c'est un tiers des calories d'une jeune femme, un quart des calories d'un homme, juste en réfléchissant et en travaillant. Donc, est-ce que ça tient la route de maintenir une bonne santé physique pour une bonne santé cérébrale? C'est ce qu'on va voir pour le reste de la présentation. Ce que ça veut dire, c'est est-ce que ça me permet de prévenir les mécanismes de vieillissement, comme par exemple le déclin de la matière grise, de la matière blanche? Est-ce que ça me permet, pour aller plus loin, de prévenir les maladies du vieillissement? Ça, c'est une illustration qui montre ici un cerveau à gauche qui souffre de la maladie d'Alzheimer versus, en fait, c'est à votre droite, de la maladie d'Alzheimer versus un cerveau qui vit en bonne santé. Donc, on va voir une nécrose des tissus très, très importante. On va voir une diminution de l'hippocampe. On va voir une augmentation des ventricules. Est-ce qu'on est capable d'observer un ralentissement de ces mécanismes-là par le style de vie? La première chose qu'il faut voir, c'est au niveau populationnel, est-ce que le déclin cognitif qu'on sous-entend, qu'on voit dans la population, va être renversé quand un style de vie est promoteur de santé ou, à l'inverse, va être accéléré quand une personne a des facteurs de risque cardiovasculaires? Cette image-là, à gauche, ça, c'est on va dire une surexagération du vieillissement cognitif. Vous l'avez peut-être déjà vu dans vos cours avec Sven, dans le cours sur le vieillissement. Je sais que ça s'enseigne. C'est une étude transversale, donc c'est très exagéré. Hein? C'est des groupes d'âge qui sont comparés, c'est plein d'artefacts. Mais en général, on la voit encore. On la voit encore dans les congrès, cette diapo-là. Moi, ça me fascine. Ça date des années 90, si je ne m'abuse. C'est Denise Park, une première chercheure qui avait présenté ça au début des années 90 et qui montrait qu'à peu près toutes les fonctions cognitives, mais surtout la vitesse de traitement de l'information, surtout la mémoire de travail et les fonctions exécutives, diminuent de façon drastique avec l'âge. Il y a un breakpoint à peu près à 40-50 ans. Et à part le vocabulaire et les connaissances générales, tout diminue. On associe souvent ça, et ça c'est un article un peu plus récent, à des grands phénomènes neurocognitifs, comme par exemple diminution de la matière grise, du volume cérébral total. On va parler aussi des mécanismes biologiques qui sous-tendent ça, par exemple une disruption de la barrière, la blood-brain barrier, ça ne me vient pas en français, je suis désolé, une augmentation de l'inflammation, un problème au niveau de la dysfonction vasculaire, la capacité du système de réactiver le débit sanguin à la demande. Et tous ces phénomènes-là sont des phénomènes qui sont considérés comme progressifs et naturels dans le vieillissement. Et rarement, mais on le fait de plus en plus, on se pose la question, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir? En fait, oui, on peut agir, puis le reste de la présentation va les montrer, mais si vous retenez juste ça, c'est déjà pas mal. Si on s'amusait à mettre ça sur graphique, en fait, on réaliserait, c'est que les gens qui sont actifs physiquement et qui ont un mode de vie globalement sain
ne montrent pas ce déclin-là de la même façon. Et à l'inverse, ceux qui ont des maladies chroniques ou un mode de vie qui n'est pas promoteur de santé montrent une accélération de vie. C'est une façon d'illustrer ça, c'est ce qu'on fait dans le labo, c'est d'aller voir tout le continuum de la maladie cardiaque. Par exemple, en commençant par l'occurrence des facteurs de risque cardiovasculaire, qu'on va voir ici comme étant, par exemple, la dyslipidémie, le problème de glycémie, par exemple, qui va conduire au prédiabète, le début de l'hypertension, la préhypertension et l'hypertension sont tous des aspects médicaux qui sont associés à une accélération du vieillissement. Puis si on va le voir, si on suit le continuum de maladies cardiaques, on va voir qu'il y a vraiment une accélération des phénomènes du vieillissement qui vont ultimement atteindre le cerveau. Par exemple, juste les facteurs de risque cardiovasculaire. Hein? Là, j'ai commencé à quelle heure? C'est demi au Canada. Il faut juste que je me le rappelle. Par exemple, une étude récente, 2024, on a étudié la relation entre les triglycérides, okay, qui sont un marqueur de métabolisme du glucose, et les fonctions cognitives, comme vous les apprenez. Hein, ça, en général, ça n'intéresse pas mes collègues médecins, ce genre de choses-là. Ils accrochent sur les triglycérides. Alors, moi, j'accroche là-dessus. Et vous voyez, toutes les fonctions cognitives. Une cognition globale, ça nous intéresse moins, souvent, c'est le cas. Mais regardez, la fluence verbale, les fonctions exécutives, souvent testées par le TMTB, parce que quand c'est des gros groupes, ça va être le Trail-Making B, parfois le Stroop, l'attention, la mémoire. Vous voyez qu'il y a un point de rupture à partir. Bon, ici, il faut faire attention, c'est un index qu'ils ont inventé, donc on ne peut pas l'interpréter comme un score de triglycérides à 6 ou 7, mais néanmoins, on voit que dès que les patients commencent à avoir des problèmes de glycémie, pouf, baisse des fonctions cognitives. Okay? On l'a même remarqué en labo chez les prédiabétiques. Donc, ils n'ont pas encore les critères médicaux de diabète, mais les prédiabétiques, ceux qui ont une courbe de métabolisme du glucose élevée par rapport à leurs normes, montrent déjà un ralentissement cognitif par rapport aux gens de leur âge. C'est subtil. Il n'y a que les neuropsychologues qui vont voir ça. On ne va pas voir ça en clinique si on ne fait pas des tests neuropsychologiques. On va plus loin un peu. Regardez, le DSST, Digit Symbol Substitution. Vous connaissez ce test-là. C'est un test de vitesse psychométrice. Ça, c'est la masse adipeuse, body fat. OK? L'augmentation du body fat, testée par impédance, donc ce genre de grosse balance où on teste la conductivité de l'eau dans le corps, et ça nous permet de dissocier la masse maigre et la masse grasse, donc les muscles et les draps. Et ce qu'on voit, c'est que dans le dernier quartile, les gens qui ont une surreprésentation de masse grasse ont une diminution au DSST qui correspond à peu près à 1 an ou 2 de ralentissement. Un an ou 2 d'accélération du vieillissement, si on le compare à des gens de leur âge. OK? Donc, plus les gens ont une accumulation de gras viscéral, plus il y a une performance cognitive diminuée. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe ici et on voit que l'augmentation des facteurs de risque, on n'est pas encore dans la maladie cardiaque, on est dans les facteurs de risque cardiovasculaire, sont associés à une moindre performance sur le plan cognitif. Il y a quelques études d'imagerie qui ont essayé d'aller voir ce qui se passe. Très peu. Ça, c'est une vieille étude, pas très bien faite, où on a répertorié 77 études où il y a des mesures d'imagerie cérébrale chez des gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, donc hypertension, dyslipidémie, etc., qui n'ont pas encore de maladie cardiaque, qui n'ont jamais eu de stroke, jamais eu d'événement cérébrovasculaire, OK? Donc jamais eu d'AVC ou d'événement. Et puis, ce qu'on voit, néanmoins, c'est que par rapport aux autres qui n'ont pas de ces facteurs cardiovasculaires, une diminution du volume cérébral, une diminution au niveau structurel, une augmentation des dommages vasculaires et une diminution du flot sanguin cérébral. OK? Évidemment, vous comprendrez que si on s'en va à l'extrême, évidemment, là, je n'ai pas des exemples pour tout, mais j'aurais pu le faire. J'ai un cours de cardio qui dure 2h30, où on pourrait faire chacune des pathologie cardiaque, voir un peu ce qui se passe quand on vient d'avoir une chirurgie, par exemple. Qu'est-ce qui se passe au niveau cognitif? On le fait, nous, en clinique, on voit les patients après post-chirurgie. Mais on va aller à l'extrême, parce que c'est souvent l'extrême qui est étudié, vous allez voir pourquoi. Quand une pathologie cardiaque est bien installée, que la personne a eu un événement, hein, un infarctus, par exemple, ou éventuellement plusieurs infarctus et développe une insuffisance cardiaque, qu'est-ce qui arrive? Quand je vous dis que c'est nouveau comme domaine, c'est vraiment nouveau. Ça, c'est un statement de l'AHA, l'American Heart Association, qui date de 2024, où très peu de données scientifiques, mais on commence à dire, en fait, il y a 3 maladies cardiaques très prévalentes, les plus prévalentes, qui sont associées à une augmentation des troubles cognitifs. L'insuffisance cardiaque, la fibrillation auriculaire et la maladie coronarienne bien installée avec elle-même.
OK? Et évidemment, on tergiverse sur le potentiel d'explication à tout ça. On va parler évidemment d'une augmentation de l'inflammation de façon systémique qui touche évidemment le cerveau. On va parler aussi d'hypoperfusion parce que si le cœur bat moins bien et que la circulation sanguine est altérée, évidemment, le cerveau va être altéré. Peu d'études le démontrent bien, certaines le montrent, avec une hypomortalité, par exemple, chez les patients cardiaques. Et une diminution de la réactivité cérébrovasculaire, donc la capacité de réalimenter lors des demandes. Par exemple, si on fait des breath holding, des manipulations de breath holding, puis on voit la réactivité cérébrovasculaire, on va voir une diminution chez les patients cardiaques. Dans le parcours de vie d'une personne, on va voir même un bris dans la poursuite sur le plan, dans l'évolution sur le plan cognitif. Vous voyez ici, c'est une étude qui date un peu, pas tant que ça, 2023, où les gens sont tous sains en début d'étude. Personne n'a de trouble cognitif, personne n'a de démence, personne n'a d'événement cérébrovasculaire. Okay? Puis, il y a un événement cardiaque qui survient, infarctus du myocarde. Et vous voyez, le groupe avec infarctus, par rapport aux autres qui n'ont pas eu d'infarctus, se détache dans plusieurs fonctions cognitives. Alors là, je ne le vois pas très bien, mais ça, c'est cognition globale. Ici, c'est les fonctions exécutives. Puis ici, c'est la mémoire. Un peu plus subtil en mémoire, mais fonctions exécutives très clairement et cognition globale très clairement. Autrement dit, l'événement cardiaque embarque la personne sur une traque complètement différente. Je suggère qu'il faut qu'il y ait une intervention si on veut que cette personne-là ne développe pas éventuellement la démence. Parce que plusieurs études le montrent très clairement, et ici, c'est un beau résumé 2023 de Newark, qui montre qu'un tiers des patients avec maladie cardiaque vont développer une démence. 50% des patients avec insuffisance cardiaque, ce qui fait que le risque est augmenté de 27% dans le cas de maladie coronarienne et de 60% dans le cas de la maladie de l'insuffisance cardiaque. Et pire encore, et là, c'est là que ça devrait vous allumer comme futur clinicien, ce que j'ai mis en jaune, c'est que 50 à 80% des patients cardiaques sont non diagnostiqués pour les troubles cognitifs. Autrement dit, ils ne savent pas qu'ils ont des troubles cognitifs et le médecin non plus. Alors, imaginez-vous, le patient va voir son médecin, fait changer ses prescriptions médicamenteuses, il y a 7 à 8 médicaments, il n'est pas rendu ça à telle heure, machin. Personne ne dit qu'il y a un problème cognitif. Pas besoin de vous raconter que c'est problématique. Alors, le premier défi pour nous, en psychologie, ça va être la détection. Comment on peut amener, ça c'est un travail dans lequel on est impliqué depuis plusieurs années, comment on peut amener les praticiens à mieux diagnostiquer les troubles cognitifs. Alors nous, on a travaillé pas mal là-dessus. Il y a quelques années, on a même été invité par le Journal canadien de cardiologie pour écrire un papier sur qu'est-ce serait vraiment notre impact. Et on l'a fait avec Christine Gagnon, qui est neuropsychologue avec moi à l'Institut de cardiologie. On a carrément, de façon un peu présomptueuse, dit on va intituler le rôle du neuropsychologue en cardiologie adulte. À quoi ça sert un neuropsychologue? Au final de ce papier-là, on leur a même proposé un algorithme décisionnel, parce qu'en cardiologie, ça va vite. Il y a du volume. L'Institut de cardiologie de Montréal, qui est un petit hôpital, en volume, c'est tout petit, le nombre d'employés qu'il y a là, voit 60 000 patients par année. 60 000 patients par année. Il y a au-dessus de 3 000 chirurgies par année. C'est un petit hôpital surspécialisé. Je ne calcule pas le CHUM, je ne calcule pas Sacré-Cœur. Et le volume est énorme. Donc, évidemment, on ne peut pas leur proposer une éval neuropsy de 6 heures à chaque fois. Il faut leur proposer des modes de diagnostic, des dépistages pour voir quel patient doit avoir une évaluation de neuropsy plus poussée. Pourquoi c'est important? Parce que documenter les déficits, d'abord, la première chose que je dois vous dire, c'est que spontanément, tout le monde pense que le patient cardiaque qui a un trouble cognitif va devenir dément. Ça, c'est le vrai. On va se parler entre nous, là. Je ne suis pas dans un cours de médecine, donc je n'ai pas peur de le dire, mais je n'ai pas peur de le dire non plus dans les cours de médecine. Ils pensent tous qu'il est dément. OK? Alors, 50 à 60 des patients vont revenir normaux quand le traitement va être amélioré, quand la médication va être améliorée. Ça ne prend pas grand-chose. Juste un blood thinner chez les gens qui ont eu des AVC ou des thromboses, juste un blood thinner va augmenter la cognition chez le patient. OK? Donc, c'est possible. Chez l'insuffisant cardiaque, augmentation du débit cardiaque par la médication va entraîner une amélioration de la cognition. Donc, on peut renverser. Et la prise en charge, je vais vous en parler un peu plus tard, la prise en charge à long terme du patient va renverser les troubles cognitifs. Pas chez tout le monde. Il y en a qui vont évoluer sur un parcours de troubles neurocognitifs émergents. Et là, dans ce temps-là, il faut un autre type de procédure. Mais il reste que
on peut le faire. On peut aussi rassurer le patient parce que 50% des patients qui viennent nous voir n'ont pas de troubles cognitifs. Alors, pourquoi ils sont référés? Probablement anxieux, probablement déprimés. Un événement cardiaque, ça ne rend pas heureux. Il y a beaucoup de choses qui sont. On peut imaginer qu'une personne qui était saine toute sa vie, qui croyait qu'elle était saine, qui vient d'avoir un triple pontage, vient de rentrer dans un mur. Hein? Cette personne-là, 60, 65 ans, elle n'avait jamais eu d'événement. Et là, elle sort d'un pontage coronarien parce qu'elle serait morte sinon. C'est sûr qu'on a pour une couple d'années. Ce n'est pas les neuropsychologues, ça va prendre des psychologues. Puis, d'ailleurs, on a des psychiatres maintenant au centre EPIC. On n'en avait pas avant. Maintenant, on fait ce qu'on appelle de la cardio-psychiatrie. Parce que dans certains cas, évidemment, ça peut évoluer vers un parcours pathologique. Donc, et parfois, quand c'est juste de l'anxiété et de la dépression, ben, ça mine des troubles neurocognitifs qui sont en fait pas des troubles neurocognitifs. Donc, il faut être capable de dissocier ça. Donc, c'est ce qui est dû à la maladie vasculaire, cardiovasculaire, et ce qui n'est pas dû à la maladie cardiovasculaire. Et aussi, ben, informer un suivi à long terme. Parce que si on est capable de voir le patient assez tôt et de faire un niveau de base, que ce soit pré-chirurgie ou post-chirurgie, ben, s'il y a une évolution au fil des années, vous savez comment ça fonctionne. Hein? Il y en a qui travaillent en. Non, vous avez commencé encore. Vous allez voir dans vos stages, si vous allez travailler avec des patients qui ont de la démence ou même des troubles neurocognitifs légers. Alors, l'attitude médicale présentement, c'est ben, on va vous revoir dans 2 ans. On a vu quelques petits déficits, faites attention à ceci, cela, quelques recommandations dans le meilleur des cas. Et on vous revoit dans 2 ans. OK? En neurologie, c'est comme ça aussi. Alors, si on a un baseline, on est déjà bien parti pour évaluer l'évolution du patient et voir est-ce qu'il y a une évolution négative ou positive. Okay? Et peut-être le dernier point, puis là, je vais arrêter de parler du neuropsychologue après, mais c'est intéressant. Le rôle du neuropsychologue aussi, c'est d'informer sur les fonctions qui sont préservées. Okay? Les fonctions atteintes, on va en prendre charge, les fonctions préservées aussi pour guider un peu la prise en charge et aider l'équipe de soins à voir un traitement qui tient compte des faiblesses et des forces du patient. Est-ce que ça a un impact? Oui, énorme. Ça, c'est un exemple d'une étude avec des patients insuffisants cardiaques sur un score de MoCA. Vous savez ce que c'est le MoCA? Hein? Donc, c'est un screening tool pour la démence. Et là, ce que vous voyez, c'est quoi? C'est un patient, chez les patients qui ont des faibles MoCA, quand le groupe fait ce qu'on appelle du usual care, donc suivi médical normal, versus une prise en charge adaptée, donc un disease management program, adapté au fait qu'ils ont des troubles cognitifs, la baisse de hospitalisation 30 jours post-hospitalisation. Ça, c'est le genre de graphique que Geneviève Biron devrait voir et que Dubé devrait voir aussi, Madame Santé Québec, pour voir, regardez ce que ça fait un neuropsychologue. Ça peut détecter les faiblesses d'un patient, orienter vers un traitement adapté et diminuer la hospitalisation au bout de 30 jours. Ces patients-là, c'est ce qu'on appelle des grands utilisateurs des patients insuffisants cardiaques. C'est des patients qui coûtent très cher. Ils vont être hospitalisés de façon répétitive, donc ils coûtent cher. Donc, ici, il y a de l'économie à faire, en plus d'une augmentation de la qualité de vie du patient parce que personne ne souhaite réhospitaliser. Alors, l'enjeu, évidemment, c'est la détection précoce. Parce que il faut être capable de voir qui va évoluer, quels sont les marqueurs qui vont nous permettre de dire qu'un patient va évoluer positivement ou négativement. Et comme je disais tantôt, il y a du volume. Hein? On n'est pas en gériatrie, on est en cardiologie, il y a énormément de patients. Alors, on a le défi du volume. Il faut trouver des méthodes pour biomarquer, si on veut, ces patients-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Ça, c'est, je vous résume en quelques mots, une étude qu'on a avec la Heart and Stroke Foundation, avec Eric Smith de Calgary, qui est un spécialiste en neuroimagerie vasculaire. La demande, ben, c'est carrément ça. On essaie d'agir avant qu'il soit trop tard. On essaie de développer des biomarqueurs, des troubles neurovasculaires associés aux maladies cardiaques avant qu'il y ait des événements, avant qu'il y ait des marqueurs connus, comme par exemple, on le sait, les small vessel disease ou les micro-vaisseaux de la matière blanche vont être touchés très, très tôt hein, dans l'évolution de la maladie. Puis là, je vous ai mis quelques références, on n'aura pas le temps de tout voir, mais c'est sûr que la maladie vasculaire cérébrale va atteindre ces patients-là très, très tôt. On va voir des infarctus, on va voir dans la matière blanche une augmentation, donc une hyperintensité de la matière blanche. On va voir des microbléeds, on va voir des micro-événements arriver un peu partout. Ça en est des exemples. Mais une fois que ça, c'est très installé, ben, on le voit à l'œil. On le voit à l'œil, on ne le renversera pas là.
Et il est un peu trop tard, le patient a trop évolué. Alors, nous, on est vraiment dans un cursus avec cette demande de subvention-là. On essaie de voir qu'est-ce qui serait nos marqueurs et des marqueurs qu'on peut établir rapidement. Parce que là, l'IRM, c'est bien beau, mais si ton patient a un pacemaker, il peut pas aller à l'IRM. OK? Alors, comment on peut voir des choses évoluer? Et une des approches qu'on est en train de développer, qu'on a développé grâce à un FCI qu'on a eu il y a quelques années, c'est de voir toute la continuité de la rigidité artérielle telle qu'on l'observe en périphérie puis qu'on l'observe au niveau cérébral. On utilise beaucoup le Doppler transcrânien pour ça et la NIRS, l'imagerie proche infrarouge, pour aller mesurer ce qu'on appelle la pulsatilité cérébrale. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept, mais la pulsatilité, évidemment, elle est normale. Hein? Le rythme cardiaque, vous le sentez ici, vous le sentez ici. Vous allez le sentir au niveau des branches artérielles principales, même au niveau cérébral. Mais en principe, au niveau capillaire, les plus fins, il ne doit plus y avoir de pulsatilité. Pourquoi? Parce que ça va endommager le compartiment neurovasculaire, là où le sang, finalement, alimente les neurones. OK? Alors, c'est ce qu'on représente ici de façon graphique. OK? Donc, cette pulsatilité-là devrait être très diminuée, voire absente. Puis, une des hypothèses, ça c'est du modèle animal du groupe d'Éric Taurin à l'Institut Cardio, lui, il a démontré chez les souris, en fait, que les souris qui ont athérosclérotique ou qui ont des problèmes de rythme artériel ont une pulsatilité cérébrale, même au niveau capillaire. Alors, on est en train d'essayer de voir avec la NIRS si on est capable de le mesurer. Il y a des gens comme Frédéric Lesage, Éric Taurin qui ont développé beaucoup dans le monde animal. Et avec une des anciennes étudiantes de Frédéric, qui est Annie Mohamedi, on a testé ça chez l'humain. Et on a montré qu'effectivement, chez l'humain aussi, on voit ici chez les hypertendus, là, c'est quelques papiers d'Annie. Je fais un peu sa pub parce qu'elle est postdoc en train de se chercher un poste. Elle a montré que chez les patients coronariens, on a une augmentation du pulse cérébral au niveau capillaire. Et on l'a même en fonction de l'augmentation de la maladie. On voit ici là, les patients hypertendus traités, non traités. Clairement, les traités ont moins d'hypertension capillaire. Les traités en ont, les non traités en ont beaucoup plus, puis en ont en fonction de la gravité de la maladie. Puis on peut le voir sur le pattern de ici, vous le voyez, la différence entre les non traités et les traités. Traités pour l'hypertension. Okay. Donc, on pense, et ça, c'est une demande de subvention qu'on a jusqu'en 2028. On est en train de le faire avec des grands groupes, avec tout le continuum de maladie aussi. Donc, facteur de risque cardiovasculaire, occurrence de maladie coronarienne, rigidité artérielle, occurrence de la maladie coronarienne comme telle, peut-être des événements aussi, des patients post-chirurgie et éventuellement des patients avec insuffisance cardiaque, chez qui on a un débit très réduit, donc un débit cérébral aussi, une hypoperfusion réduite. On essaie de voir, est-ce qu'il y a des marqueurs comme ça qui sont très faciles à utiliser parce que ça prend 20 minutes, puis il vient au labo neurovasculaire, puis après, il peut repartir. Ils n'ont pas besoin d'aller faire un IRM, puis ils n'ont pas besoin de faire l'imagerie plus sophistiquée. D'autres approches en développement, donc Claudine Gauthier, qui est chercheur chez nous, qui développe aussi, à l'aide de l'IRM, des techniques pour mesurer de façon quantitative, plutôt que qualitative comparaison, plutôt quantitative, le débit sanguin cérébral. On le voit ici dans une de ces études chez des patients coronariens qu'on a caractérisés, qu'on sait qu'ils sont coronariens, puis dans certains cas, qui ont des troubles neurocognitifs, chez les contrôles. Donc, on peut mesurer la différence de débit sanguin cérébral. Donc, le flux sanguin, pardon. La réactivité cérébrovasculaire aussi, donc la capacité du système vasculaire à réagir à la demande. Le métabolisme de l'oxygène, parce que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de flow que nécessairement le métabolisme de l'oxygène est augmenté non plus. Hein? Dans certains cas, ça ne va pas ensemble. Et la fraction d'extraction de l'oxygène. Okay? En général, tous ces marqueurs-là vont être diminués par la maladie, diminution de flow, diminution de métabolisme de l'oxygène. Mais on va voir, de façon locale, une augmentation d'extraction d'oxygène. Un peu comme on voit chez les patients qui ont eu un stroke. Autour du stroke, il y a une augmentation d'extraction d'oxygène. Pourquoi? On pense que c'est lié au fait que, bien évidemment, une recherche d'efficacité, on va chercher plus d'oxygène, même s'il y a moins de flux. Okay? Et on le voit en amont chez les patients coronariens qui n'ont pas eu d'événements cérébraux encore. Et donc, on continue à développer, c'est évidemment très expérimental. Vous voyez que je ne vous montre pas dans le N de patients. Là, on est en train de développer les techniques. On essaie de voir comment on peut valider ces approches-là. Et éventuellement, les suivant de façon longitudinale, voir si on est capable de prédire ceux qui vont avoir, par exemple, une hyperintensité de la matière blanche dans 2-3 ans, ou ceux qui vont avoir des troubles vasculaires plus évidents. Une fois qu'on a ça, donc, on a fait de la neuropsy,
On a vu un paquet de patients. On pense qu'on va développer des techniques qui vont nous permettre de détecter en amont les gens qui vont avoir des troubles vasculaires, cérébraux, hein, vasculaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut intervenir? Bon, la première chose qu'on va faire, c'est évidemment optimiser les traitements. Hein. Chez un patient tout venant qui n'est pas encore à l'hôpital, chez qui on détecte ça, comme neuropsy, vous détectez des troubles neurocognitifs. Première chose à enquêter, selon moi en tout cas, c'est le dossier médical au complet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer ça? Si mon patient est prédiabétique, si mon patient est hypertendu, ben, ça me donne des pistes. Donc, optimiser le suivi médical et intervenir. Alors, dans notre centre, une intervention priorisée, c'est l'activité physique. On va parler de d'autres types d'interventions éventuellement, mais l'activité physique, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis plusieurs années. Moi, j'ai fait mon postdoc dans un labo spécialisé là-dessus, où tout le monde étudiait différents types d'activités physiques et l'impact que ça a sur le cerveau. J'ai eu la chance de suivre plusieurs de ces gens. Ed Whitlock, je l'ai suivi pendant 5 ans, jusqu'à sa mort, en fait. Je l'ai vu l'année d'avant. Ed, c'est un bon exemple. Vous vous souvenez de notre compression du health span? Puis, bon, Ed, il était malade 6 mois. Il a fait le marathon l'année avant son décès. Pas pire, hein? Compression pas mal sur 85 ans. Bon, il avait mal partout. Il me le disait. Moi, je lui parlais, puis il me disait, ah non, mais là, j'ai mal partout quand je cours, c'est plus possible. D'ailleurs, l'attitude, on va rentrer dans la psychologie ésotérique, là, mais Ed Whitlock s'entraînait en courant autour d'un cimetière. C'est un gars qui avait une attitude, mais complètement. C'est un anglophone de Toronto, d'origine écossaise, je pense. Il était extrêmement pince sans rire et très. Bref, il y avait un humour assez décapant. Et je pense que l'attitude joue pour beaucoup chez ces gens-là. Si vous voulez aller du côté francophone, ben, il y a Alice Cole. Alice Cole qui court depuis qu'elle a 70 ans. Moi, je l'ai vu à 75, je l'ai vu à 80, 85. Là, ça fait un coup que je ne l'ai pas vu. Mais ça, c'est son cerveau ici. Ce qu'on a montré, nous, on a publié des données d'Alice pour montrer que, en fait, étonnamment, la seule chose qui était maintenue chez elle, qu'on ne voyait pas chez les femmes de son âge, et quand on l'a vu, je pense qu'elle avait 85 ans, c'était le flot. Il y avait plus de flot sanguin, de DBF, de flot cérébral, mais vraiment anormalement. Le reste, on n'a pas été capable de montrer des supériorités au niveau de la connectivité, au niveau des structures. Donc, c'est très peu développé ce domaine-là. Vous allez être surpris de voir qu'il n'y a pas grand-chose. Mais c'est très à la mode, puis ça, c'est juste pour vous le montrer. Ça, c'était dans la presse en septembre 2025, donc il n'y a pas très longtemps. Robert Dion, qui a couru pour la première fois un 10 km au Marathon de Montréal, et qui dit, ben, finalement, qui était le seul dans la 80, le seul octogénaire dans les 6000 coureurs du 10 km et qui est en train de triper sur la course, littéralement, que vous irez voir dans la presse. Il y a tout un reportage sur très intéressant. Très, très, très populaire, la course chez des personnes très âgées. Est-ce que ça vaut la peine? Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet. On va revenir à est-ce que ça vaut la peine du plan neurocognitif? Est-ce qu'on protège les gens vraiment avec le sport? Bon, plus j'étudie là-dedans, moins je suis convaincu qu'on sait ce qu'on fait. Je le dis tout de suite, j'étais profondément convaincu il y a 20 ans. Pas mal encore plus il y a 10 ans. Là, je commence à trouver qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Ça marche, mais on ne sait pas ce qui marche. Par contre, si vous allez voir les grandes études, ça, c'est des études sur la marche ou sur l'activité physique répertoriées par des accéléromètres. À gauche, vous avez le Framingham Study. Vous connaissez le Framingham Study? C'est la plus grande étude en santé cardiaque au monde. La plus vieille, en tout cas. Ce qu'on montre, donc c'est une étude qui montre un score de Framingham pour prédire les gens qui vont avoir des maladies cardiaques. Et ici, ce qu'on montre, c'est que les gens qui font le plus d'activité physique, surtout chez les très âgés, on voit c'est transversal, on voit un plus gros volume de matière grise, de volume cérébral total. Il y a matière grise, matière blanche. Puis là, ce que je résume ici, c'est le volume cérébral total. Chez les gens qui font jusqu'à 250 minutes d'activité physique par jour versus ceux qui en font à peu près pas. C'est moins vrai chez les jeunes, mais c'est très vrai chez les aînés. Vous voyez, bien évidemment, le volume cérébral diminue, mais il y a une interaction avec l'âge. Qu'est-ce que c'est cette activité physique? Dans ce cas-ci, c'était de l'accélérométrie. Ce qui est très à la mode, évidemment, c'est le step count, hein, le nombre de pas. Est-ce qu'il faut 10 000 pas par jour? Est-ce qu'il faut 10 000 pas par jour? Vous connaissez cette histoire-là de 10 000 pas? Hein? Que ce n'est pas une vraie histoire, que c'est un pédomètre japonais qui a été inventé, qui s'est une pub. Oui, vous savez ça. Donc, non, ça ne prend pas 10 000 pas par jour. Ce que cette étude-ci montre, ça, c'est la UK Biobank. Vous savez, c'est quoi la UK Biobank? Il y a un papier par semaine qui sort sur la UK Biobank.
Alors, celui-ci, publié en 2022, le nombre de pas par jour, avec un breakpoint à 3-4 000, on diminue de 30 les risques de démence. 6 000 pas par jour. 3-4 000, là, il faut se forcer pour ne pas le faire. Okay? 6 000 pas par jour, ça commence à être intéressant. On diminue de 45 dans notre population le risque de démence. Puis ça, c'est le petit dernier. Ce n'est pas la UK Biobank, c'est un. Je me souviens plus je pense que c'est Harvard, celui-là. Je me souviens plus de la source. C'est sorti en juillet 2025. Vous avez peut-être entendu parler parce que ça fait le tour des nouvelles, Radio-Canada, tout ça. Le breakpoint était à 7 000 pas. Retenez ça parce que tantôt, on va reparler. 7 000 pas par jour, nous sommes 38 Mais en fait, c'est une comparaison de 7 000 versus 2 000. Donc, 2 000 pas, c'était leur niveau de base. Pour faire en bas de 2 000 pas, il faut vraiment faut rester assis toute la journée. Okay. Donc, 7 000 à 2 000 pas, on avait une diminution de 38 des risques de démence. Ce qui fait qu'il a amené les auteurs à dire, bien, finalement, il y a un point de conversion vers pas de risque de démence ou des risques de démence à 7 000 pas, puis eux, ils recommandent 7 000 pas. Vous allez l'entendre beaucoup, le système 000 pas pour les troubles neurocognitifs ou la démence. C'est pas mal, c'est ça. Okay? Là, vous allez me dire, OK, ça, c'est des pas par jour. Mais donc, je n'ai pas le temps de faire des pas à tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on la connaît, la restriction? Est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire? Je vous le dis, plus je lis, moins je le sais. Ça, c'est très intéressant. Vous avez déjà entendu parler du concept des guerriers du week-end? Les guerriers, non? OK. Dans le domaine de l'exercice, c'est super connu. Les guerriers du week-end, c'est ceux qui font 75 à 80 de leur volume d'exercice hebdomadaire au week-end. Typiquement des étudiants ou des profs d'université ou des gens qui travaillent beaucoup. OK? Ils n'ont pas le temps la semaine, puis là, ils vont courir le Mont-Royal la fin de semaine. OK? Donc, j'ai mis du guerrier pour vous en souvenir, mais dans le fond, ça ressemble plutôt à ça. Ça ressemble à un couple qui va courir le Mont-Royal la fin de semaine. OK? Quand je suis dans le rush, moi, c'est ce que je fais. Je m'entraîne plus le week-end. Idéalement, il faut l'étendre, mais regardez ce que ça donne. Suivi longitudinal sur 10 ans, inactif, en rouge, actif régulier et actif weekend warrior, ou le guerrier du week-end. Ce que vous voyez, c'est que ça donne la même chose pour la prévention de la démence, pour la prévention des incidents cérebrovasculaires, diminution de risque de maladie de Parkinson. Donc, on est à 0 au début, puis c'est le risque cumulatif. Hein? Donc, le risque augmente chez les inactifs, mais il augmente moins. Troubles de dépression, troubles d'anxiété, troubles de démence. Donc, même si on binge, excusez l'expression, dans l'exercice week-end, l'important, ce serait le volume, et non pas le quotidien. Je vous l'appelle, c'est plus de la provoque, parce que je ne suis pas sûr que j'y crois non plus. Mais c'est quand même ce qui est publié. Hein? Il faut lire ce qui est publié. Mais quand on fait de l'intervention, puis là, je vais vous parler de ce que moi je fais au quotidien, sinon on découvre d'autres choses. Ça, c'est des études populationnelles. Le UK Biobank, tantôt, 79 000 personnes. Évidemment, on reconstruit des jeux de données. Je ne veux pas dévaluer ça, c'est super important. Mais en science, vous savez que c'est la plus petite, c'est la première étape d'observer des corrélations. On n'est pas dans la science. Hein, on n'est pas encore dans la preuve de concept, on n'est pas encore loin de la preuve liée à un essai clinique randomisé. Il y en a des publications sur la santé neuronale, si on veut, ou cérébrale et l'activité physique. Un papier, si ça vous tente de vous plonger là-dedans, moi, je vous recommande des papiers synthèse comme celui de Kirk Erickson, qui est un très bon chercheur dans le domaine. Il était étudiant au doc quand j'étais en postdoc. On se connaît très bien. On a publié pas mal ensemble. Et dans ce papier-là qu'il a fait avec son étudiante Chelsea, ils ont proposé des niveaux d'action où on pourrait expliquer les effets de l'exercice. Niveau 1, 2, 3. Un, c'est l'effet plus moléculaire ou cellulaire, si on veut. On va dire pré-moléculaire et moléculaire. Donc, évidemment, l'exercice est associé chez le modèle animal à l'augmentation de l'angiogenèse, plus de vascularisation, à une augmentation de la neurogenèse chez les rats, à une diminution de l'inflammation. Il faut faire attention, on augmente aussi l'inflammation, mais on recrée un équilibre. Augmentation de certains facteurs métaboliques. Il y a même un terme, puis je vais en reparler, un terme qui a été associé à ça. Mais les études montrent aussi une amélioration au niveau structurel, plus de structure cérébrale, plus de volume, plus de flow, j'en ai parlé. Et il y a le niveau comportemental aussi qui est amélioré. Donc, tout ce que vous apprenez dans vos cours sur l'impact du sommeil, l'impact du stress, pour nous, c'est des effets indirects. Donc, c'est des effets comportementaux qui vont améliorer la cognition, mais qui sont aussi stimulés par l'exercice.
J'ai parlé un peu des facteurs moléculaires. En fait, il y a un terme consacré. Un autre papier qui est intéressant, c'est un papier résumé qu'on a écrit dans Nature Neuroscience, dans Nature Human Behavior, un de mes anciens postdocs, Olivier Dupuis, où on parle justement de tout ce qui n'est pas connu encore. Hein? Le type d'exercice, est-ce qu'on le sait bien, c'est quoi les différents types d'exercices les plus efficaces? Est-ce qu'on le sait pour les différentes populations? Est-ce qu'on le sait selon le niveau de condition physique initiale? On ne sait pas trop, mais il y a beaucoup de données fondamentales, notamment qui commencent à montrer l'effet des exerkines. Les exerkines, ça, c'est un terme consacré dans le domaine. C'est en fait toutes les cascades moléculaires qui sont provoquées par l'exercice. Quand vous faites l'exercice, vos muscles vont créer ce qu'on appelle des myokines, vont libérer des molécules associées à l'exercice. Votre cœur en fait, les cardiokines, votre foie, les hépatokines. Les muscles, les principaux groupes musculaires en font le plus. Donc, les myokines, c'est en volume les plus importants. Et on pense que ces facteurs-là ont un rôle à jouer en cascade. Par exemple, vos muscles vont produire de l'irysine. L'irysine, c'est une des molécules qui va aider à produire le BDNF. Donc, le BDNF, c'est le Brain Derived Neurotrophic Factor. Vous en avez entendu parler. C'est un facteur de croissance neuronale qui est impliqué dans la plasticité neuronale. Donc, ce qui est hypothétique présentement, c'est beaucoup de modèles animaux. On ne peut pas aller chercher ça chez l'humain. On l'a essayé, nous, dans le vasculaire circulant, et on l'a montré dans une étude de 4 mois où les gens qui faisaient de l'exercice musculaire avaient plus de BDNF circulant en périphérie, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau cérébral, c'est la même chose. Donc, on est vraiment dans des corrélations pour l'instant. On n'est pas dans des preuves de concept très bien établies. Mais ça pourrait expliquer pourquoi, dans certaines études, les gens qui font plus d'exercice ont plus de matière blanche, matière grise en volume, ont une meilleure connectivité cérébrale démontrée par beaucoup de chercheurs, dont Michel Voss, qui est une chercheure très établie dans le domaine, qui l'a montré à plusieurs reprises. Synaptogenèse, neurogenèse, j'en ai parlé. Et réactivité neurovasculaire, telle qu'on la mesure dans les tests, des tests provoqués lors en IRM, par exemple, dans les tâches de mémoire, dans les tâches d'attention, on montre une meilleure activité cérébrale associée à des tâches chez les personnes qui sont actives physiquement ou qui ont été entraînées physiquement. Ça prend à peu près 6 mois pour voir des effets en neuroimagerie, en général, au niveau fonctionnel. On en reparler un petit peu tantôt. La question à 100 000 $ ou à 1 million ou à 100 millions, c'est est-ce qu'on impacte l'évolution d'une maladie neurodégénérative comme la démence? Ça, à ma connaissance, il n'y a pas d'études convaincantes d'intervention qui ont montré qu'on inversait les processus sous-jacents autour de neurodégénératifs. Vous connaissez probablement ce modèle-là. Hein? Hypothétiquement, la maladie d'Alzheimer, par exemple, serait provoquée par une accumulation de dépôts amyloïdes au niveau cérébral, extracellulaire, et éventuellement qui entraîne une mort cellulaire due à une protéine tau qui s'accumule au niveau du neurone. Tout ça arriverait des années avant qu'on puisse le détecter au niveau de l'imagerie. Et tout ça arrive bien avant les troubles neurocognitifs. Ça, c'est l'évolution on va dire des biomarqueurs ou de la maladie jusqu'à un impact sur le comportement et ce qu'on appelle la démence, donc une incapacité de prendre soin de soi-même et de vivre de façon autonome. Est-ce que l'exercice a un impact là-dessus? Bien, figurez-vous que cette semaine, il y a un papier qui a été publié. Je suis assez content parce que je l'ai lu mardi. Je me suis dit, je ne peux pas en parler. Et le 3 novembre. Regardez comme c'est fascinant. Alors, on a testé l'exercice à l'aide d'un d'un podomètre. On a testé la protéine tau et les dépôts amyloïdes à l'aide d'un PET scan. Et ce qu'on voit ici à gauche, c'est l'évolution de la protéine tau en années, à partir de l'an 0 jusqu'à 10 ans. Quand on compare en rouge pointillé les gens qui ont un bas niveau d'activité physique et un high load de bêta-amyloïdes, donc des gens qui éventuellement vont développer plus de taux. Et en rouge, ligne pleine, c'est ceux qui font de l'activité physique. Alors ça suggère quoi? Ça suggère que si vous êtes low en amyloïdes, vous allez être correct. Vous êtes high en amyloïdes, ça va un petit peu moins bien, mais l'exercice pourrait compenser en année pour empêcher que vous développiez un haut niveau de protéine tau. Dans le milieu, c'est les performances cognitives. Okay? Donc, diminue plus chez les gens haut en amyloïdes et haut en taux. Puis à droite, c'est l'échelle de démence. Donc,
ces gens-là vont développer plus de Dementia Rating Scale. Puis ça ici, c'est ceux qui sont actifs et ceux ici qui ont un beau niveau de protéines. Donc, ça suggère quoi? C'est observationnel sur le long terme. Ce n'est pas une intervention, mais ça suggère que, surtout chez les gens qui ont un lourd fardeau, qui ont un lourd fardeau de biomarqueurs qui peuvent potentiellement développer la maladie d'Alzheimer, vont bénéficier plus de l'exercice. Il y aurait donc un effet compensatoire. Évidemment, c'est observationnel, donc peu convaincant pour nous. Ce qu'on veut, c'est que dans une étude interventionnelle, on puisse changer la donne. OK? Alors, les études d'intervention, c'est ce qu'on fait depuis à peu près 20 ans dans le laboratoire. On a commencé à l'Institut de gériatrie. C'était ici, justement, ça, c'est le laboratoire de l'Institut de gériatrie qu'on a établi en 2005-2006. Des vrais patients. On entraîne des patients ici, un monsieur relativement fragile. Derrière lui, il y a un patient, on ne le voit pas très bien, mais c'est un patient vraiment fragile qu'on ne peut pas mettre sur le tapis roulant. Et des gens plus en forme, ça dépend. Puis c'est vraiment, ce que vous voyez là, c'est des vrais patients. Ici, c'est le nouveau labo de l'Institut cardio. Donc, c'est des patients qui sont en train de faire un programme d'entraînement. C'est des étudiants de kinésiologie, bac, maîtrise, doctorat qui viennent d'entraîner nos patients. Et qu'est-ce qu'on a montré au fil des années? On a montré qu'effectivement, on améliore la cognition. Dès 3 mois d'exercice, vous améliorez la cognition, surtout chez les patients qui sont sédentaires et surtout chez les patients âgés. Dans cette étude de médiation que j'ai publiée il y a une couple d'années, c'est un papier que j'ai fait pendant la COVID. J'ai ramassé plein d'études d'intervention qu'on a fait dans le laboratoire pour montrer que si vous améliorez le fitness testé par un test de santé cardio-respiratoire suffisamment, vous allez augmenter les fonctions exécutives des patients et que l'amélioration du fitness était un médiateur important chez les gens de moins de 70 ans. Et chez les gens de plus de 70 ans, on médit totalement l'amélioration de la vitesse de traitement de l'information. Vous voyez ici dans des tâches de temps de réponse. Les gens qui font l'entraînement et qui montrent une amélioration du fitness montrent une amélioration de la vitesse, mais la médiation, elle est totale, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une amélioration du fitness pour qu'il y ait une amélioration de la cognition dans ce cas-ci. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas le cas chez les gens plus jeunes, qui suggère qu'il y a d'autres aspects de l'entraînement qui vont avoir un impact. Bon, ça, c'est juste un autre papier qui reproduit un peu la même chose, mais ici, c'est des insuffisants cardiaques, des gens qui ont une transplantation cardiaque. Ces patients-là, 60% des cas vont montrer des troubles neurocognitifs qui perdurent quand même un an, peut-être même plus, post-événement. Et ça, c'est l'étude de Florent Beignet, qui est maintenant prof à Paris, qui a fait son postdoc avec nous, qui a montré que quand on compare les insuffisants ou les patients transplantés à des gens normaux, on a des fonctions exécutives réduites, mais si on améliore leur VO2, la VO2 prédit une amélioration de la cognition. Okay? Maintenant, donc, l'exercice, une intervention efficace. J'aurais pu vous en montrer des études, on en a plein, mais pas juste moi, des études aussi avec différents types de patients. Ça marche chez les Parkinsoniens. J'avais fait ça avec Julie Moellon à l'époque. Les patients parkinsoniens qui sont entraînés physiquement après 6 mois d'exercice ont une amélioration des fonctions cognitives et des fonctions psychomotrices également. Chez les patients parkinsoniens, c'est très, très fort dans les cohortes. En fait, les gens plus actifs évoluent moins vite sur la maladie. C'est vraiment une maladie là, de dégénération de la matière, de la substance noire, diminution de la dopamine. C'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement très, très efficace pour l'instant. Puis les gens qui font de l'exercice, quand ils partent au même niveau, évoluent moins vite en années. Donc, c'est vraiment un effet protecteur hallucinant. Est-ce qu'on peut améliorer encore plus le devenir des patients en plus de l'exercice? Ça, c'est un autre domaine qu'on a développé beaucoup au cours des dernières années. On a même publié un papier il y a déjà quelques années, Brittany Hinton, une de mes étudiantes de doctorat, qui est maintenant prof à York et au Baycrest à Toronto. Elle avait remarqué, c'est un papier qui date un peu, elle a fait une étude sur toutes les études de neuroimagerie qui font de l'entraînement cognitif à gauche ou de l'exercice à droite, mais pas combinés. C'est des études indépendantes. Comment il faut lire cette slide-là? En haut, vous avez des changements macro-structurels. En bas, vous avez des changements fonctionnels en neuroimagerie pré-post-intervention. Plus c'est rouge, plus il y a une augmentation du signal. Plus c'est bleu, plus il y a une diminution du signal. Et plus c'est jaune, moins il y a de changement. Pourquoi je vous dis ça? C'est que tout de suite, on voit qu'il y a moins de changements macro par l'entraînement cognitif, plus de changements macro avec l'entraînement physique, plus de changements fonctionnels en entraînement cognitif, beaucoup moins en entraînement physique. Donc,
que l'image nous permet de suggérer, c'est que finalement, on n'agit pas sur de la même façon quand on fait un entraînement cognitif et un entraînement physique. Hein. Je vous résume ça, le papier est beaucoup plus complexe. Mais l'idée du papier, c'est de se dire, ben, finalement, il pourrait y avoir un bénéfice de combiner ces deux types d'interventions. Ben, c'est ce que les études récentes suggèrent. Puis ça, c'est un papier 2025, ça vient de sortir. Je me souviens plus quand, mais ça fait pas longtemps. Hein. Tu l'as vu aussi, je me suis dit que tu l'avais vu. 2025, je vais enseigner à l'intérieur la semaine prochaine, fait que je suis dans les lectures de papier. Donc, ici, c'est une méta-analyse, une systematic review, network analyse. Donc, ici, plus le lien est grand, plus il y a d'études qui supportent le lien. Et ce qu'on montre, c'est que l'exercice et l'entraînement cognitif, EC, versus entraînement cognitif seul ou un ensemble de combinaisons, est toujours plus efficace. C'est plus efficace que pour la cognition globale que l'intervention globale, que les contrôles actifs, que l'enseignement, health education. Health education, c'est quand on met les gens dans un programme de bien-être. Okay? On ne fait pas d'intervention exercice physique ou cognitif direct, mais on leur enseigne finalement les bonnes habitudes de vie. Okay? Ce que ce papier-là suggère, en fait, c'est que, vous voyez, en haut des graphiques, c'est toujours l'entraînement physique et cognitif qui est le plus fort. Donc, vraiment, il y a quelque chose entre l'entraînement physique et l'entraînement cognitif, extrêmement puissant. Alors, nous, on l'avait testé déjà il y a un petit bout de temps. On avait une subvention des IRSI, je pense, en 2014 pour tester ça. On l'a essayé dans différentes façons. Ça ressemble un peu à ça, notre affaire. Donc, les patients viennent en petit groupe faire de l'entraînement cognitif ou faire de l'entraînement physique. L'entraînement cognitif qu'on utilise, c'est inspiré de mes études de postdoc où j'avais développé des programmes d'entraînement en double tâche qui avaient montré des effets fonctionnels intéressants en neuroimagerie. C'est des études de Kirk Erickson qui avaient montré qu'il y a des phénomènes compensatoires qui sont initiés par ce type d'entraînement-là. Qui avait été développé aussi par Maxime Lucier, qui les a transformés, les a mis en iPad. Alors, ça, c'est mon époque, ça, c'est l'époque de Maxime. Hein? Évidemment, il y a quelques décennies entre les deux. Et de façon intéressante, en fait, l'entraînement cognitif marche mieux sur iPad avec les personnes âgées. La souris, là, c'est pas très bon. C'est intéressant, il y a quelque chose d'intuitif. Moi, je me rappelle que quand j'avais fait mon doc, tout était sur souris, puis juste leur apprendre à faire marcher la souris, c'était quelque chose. Donc, je vous dis juste ça pour vous dire que c'est un entraînement cognitif qui a été validé, qui a été testé par rapport à des groupes, des situations de contrôle informatique sans entraînement cognitif et qui est très efficace. Et on l'a combiné chez des patients sains. J'ai oublié de dire dans l'étude de l'ANSET que les présentés, c'est des patients sains.